depuis quelques années, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la majorité de la population dans le monde, sur la planète, est devenue urbaine. Parce que pendant des milliers d'années, évidemment, les gens étaient surtout dans les campagnes. Et là, maintenant, on est une planète urbaine. Ça semble que ça va continuer comme ça. Pouvez-vous nous dire quelques mots là-dessus? Quels sont les impacts de ça? Quelles sont les complexités de cette urbanisation de la planète? Bien, d'abord, je pense que c'est important de dire que c'est une grande révolution. C'est un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. En 2014, c'était 54% de la population totale de la planète qui vit dans les villes. Et la tendance, cette croissance de la population urbaine se poursuit parce que la croissance de la population urbaine est plus rapide que la croissance de la population totale. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que l'augmentation de la population urbaine, elle se passe surtout dans les régions, dans les continents africains et asiatiques. C'est encore l'Afrique qui est le continent où il y a le plus de gens qui vivent encore dans les régions rurales. Avec l'Asie, ils ne sont pas encore à 50% de la population totale. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des continents au complet. Oui. Alors, à l'intérieur du continent africain, il y a des zones où il y a une population densément peuplée, des zones urbaines. Et la même chose en Asie, on n'a qu'à penser à l'Inde ou à la Chine, par exemple. Mais la population rurale est encore majoritaire. Donc, quelles sont les causes de ce déplacement massif des populations vers les villes? Bien, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une grande différence entre ce qui s'est passé dans les pays industrialisés ou les anciennes puissances coloniales et ce qui s'est passé et ce qui se passe dans les pays encore en développement. Donc, mais essentiellement, les facteurs les plus importants, c'est la migration de la population rurale vers les villes. Donc, on assistait surtout avec l'industrialisation. Donc, on voyait les gens, les travailleurs ruraux, les paysans quitter la campagne pour aller se chercher un emploi dans les villes. Donc, ça a été le principal facteur dans les pays industrialisés. Dans les pays en développement, aujourd'hui, on voit que ce facteur-là également qui compte, mais il y a aussi la croissance de la population qui vit déjà dans les villes, qui est elle aussi rapide. Donc, il y a deux facteurs qui jouent dans le cas des pays en développement. Et puis, par ailleurs, bien sûr, il y a toute cette transformation majeure qu'on appelle la mondialisation économique, qui fait en sorte que c'est les milieux urbains qui absorbent essentiellement, pas qui absorbent, mais qui sont le lieu de la croissance économique. Et donc, ça a un effet d'attraction, ça aussi, vers des populations vers les villes, sans compter le modèle qu'on a appelé le modèle d'agro-business ou agro-industriel, qui a contribué à une concentration des terres, à la transformation de l'agriculture et qui a fait, donc on pense à la mécanisation, à une production où il y a donc les paysans sont pratiquement ont été pratiquement expulsés du milieu rural. Donc au fond, on a assisté à une prolétarisation des paysans ou la fuite des paysans vers les villes. Donc ce facteur-là joue énormément. Je pense que c'est important de préciser que dès la période notamment d'industrialisation, les villes ne sont pas capables d'absorber ces travailleurs ruraux qui arrivent dans les villes des pays en développement. Et donc, il n'y a pas de production de logements publics. Et petit à petit, effectivement, il y a un manque de logements et les travailleurs ruraux donc, vont aller s'installer souvent en périphérie des villes ou sur des terrains vacants. On a cette image souvent de villes, de ce qu'on appelait les pays du tiers-monde, avec des ceintures de bidonvilles tout autour. Mais il faut faire attention à cette image-là parce que souvent, il y a des bidonvilles dans les interstices à l'intérieur même des villes. Et pour ces travailleurs-travailleuses ruraux, c'est aussi des travailleuses domestiques qui vont travailler comme femmes de ménage, dans les familles, classe moyenne aisée, etc. C'est une proximité de leur lieu de travail. La même chose pour ce qu'on appelle les travailleurs informels. Dans le secteur informel, les petits vendeurs de rue, des gens qui vont rendre des services, surveiller les voitures stationnées, etc. Donc, il y a différentes formes de bidonvilles selon les régions, selon les villes. Ce que Mike Davis a amené de plus important dans son livre, c'est de dire d'abord que
dans certaines villes, je pense à des villes au Mozambique, c'est 78% des habitants urbains qui vivent dans des bidonvilles. Oui. Donc là, c'est presque la population au complet. Donc ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est l'expansion de ces bidonvilles dans la trame urbaine, parce que cette migration des ruraux vers la ville, elle se poursuit. Puis cette économie mondialisée, elle a pour effet d'exclure une grande partie de la population qui se retrouve sans logement. Et donc, par le fait même, on a une croissance de la population qui vit dans les bidonvilles, au point tel que souvent les bidonvilles vont connaître une conurbation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bidonville ici, un bidonville là, puis ils s'étendent tellement qu'ils ils vont former une ville de bidonvilles. Et c'est ça la contribution de Mike. Par exemple, El Alto, à côté de La Paz, qui a commencé justement comme ça, comme bidonville, puis là maintenant c'est une ville de 2 millions de personnes. Je pense que ça varie d'une région à l'autre. Donc, c'est important de dire qu'il n'y a pas un seul modèle ou une seule expérience. C'est important de préciser aussi qu'il y a plusieurs acteurs. Donc, dans certains pays, je pense au Brésil, durant la période du président Lula, il y a eu la mise en place de programmes importants de construction du logement public, parfois avec la société civile, parfois surtout du public. Et il y a eu des expériences très intéressantes avec les mouvements urbains brésiliens, où il y a eu, par exemple, des programmes qu'on a appelés d'autoconstruction. Donc, la municipalité rendait des terrains disponibles, les habitants, on faisait des plans avec des architectes progressistes, et finalement, on construisait les matériaux fournis, mais la main-d'œuvre, c'est les habitants eux-mêmes qui allaient construire dans leurs heures. C'est comme ça que je l'ai appelé, un programme d'autoconstruction. Donc ça, c'est une formule qui a eu ses avantages, qui a contribué. On voyait comme un modèle plus intéressant. Et puis, dans d'autres périodes, et là, je prends toujours le Brésil, quand on veut faire un nettoyage social, dans le cas des Jeux olympiques ou de la Coupe mondiale de soccer, les favelas, donc les bidonvilles, qui sont dans l'interstice entre des quartiers, il y a eu de l'éviction, il y a eu de la démolition, il y a eu un peu de programmes qu'on appelle de relocalisation. Et souvent, c'est des programmes qui ne fonctionnent pas. Donc, on construisait des sites de logements publics pour les habitants, mais on les déplace à 75, 80, 100 kilomètres du centre de la ville. Or, ces travailleurs-là, ils ont besoin de la proximité avec la ville. Rester en ville. C'est pour ça qu'ils sont venus en ville, la première des choses, trouver un peu d'emploi, même des petits boulots, etc. Donc, en général, les projets de relocalisation fonctionnent peu et sont grandement critiqués par la population qui souvent vont aller un peu puis finalement vont laisser pour tenter de revenir vers le centre de la ville. Bon, les ONG, moi je pense que dans la plupart des pays, les habitants locaux sont les mieux placés pour à la fois se mobiliser, s'organiser, participer à des projets. Je vois difficilement la contribution que des étrangers peuvent avoir. Je pense que l'implication la plus importante et sans doute la plus appropriée, c'est ici. Je veux dire, par exemple, je vais nommer un quartier avec lequel je travaille, le quartier Pointe-Saint-Charles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, qui est un ancien quartier ouvrier, un ancien quartier industriel, qui a connu un processus de désindustrialisation important. Aujourd'hui, une pression sur le marché foncier qui fait en sorte qu'on s'en va vers un phénomène de spéculation et de gentrification. Et donc d'expulsion. Et d'expulsion. Donc là, il y a des luttes importantes qui sont menées, des expériences importantes qui sont menées par la population locale, qui est appuyée par des organisations communautaires d'ici, des tables de quartier. Et là, il y a plusieurs partenaires. Et je pense que c'est vraiment, je dirais, pour moi,
la façon la plus appropriée, sans doute, de Il y a commencer. d'ailleurs des étudiantes du De département de géographie maintenant qui Oui, oui. travaillent là, dans ce quartier-là. Oui, aussi. Dans d'autres quartiers. Oui. Mais peut-être pour ajouter une dernière chose, on a parlé du logement, mais c'est l'idée de plus en plus d'une participation des citoyens et citoyennes, non pas nécessairement uniquement dans les dispositifs participatifs mis en place par les municipalités ou par les ONG, mais vraiment, il y a des processus qui sont davantage autonomes. Et encore là, je pense que Pointe-Saint-Charles, il y a des expériences extraordinaires qu'on a appelées des opérations populaires d'aménagement, où on invite les habitants à venir identifier les priorités en matière d'aménagement, en matière d'équipement d'infrastructure. On vient parler de ce qu'on veut comme quartier, du type d'aménagement, de desserte de transport qui répond à la population locale. Et après ça, il y a des processus de négociation avec les élus de l'arrondissement, mais souvent dans un processus de négociation ou de construction de rapports de force puis de mobilisation. Et Il faut parler fort pour qu'on nous entende. Pointe-Saint-Charles a réussi, les habitants, à faire échec à un projet de construction d'un méga casino au bord du bassin Peel, qui était fait pour attirer le tourisme de luxe. Et les habitants se sont dit, c'est pas ça qu'on veut dans notre quartier. C'est bloquer ça. C'est un quartier où 51% de la population est à faible revenu. Et ils ont effectivement réussi à faire tomber ce projet qui était porté par le gouvernement du Québec avec le Cirque du Soleil. Donc, c'était pas rien. C'était un projet majeur. Et les gens ont dit non, se sont mobilisés, ont réussi à faire des alliances et ils ont gagné. C'était une victoire importante. OK. Alors, merci beaucoup, professeur Latendresse. Il y a toutes sortes de choses qui découlent de cette discussion-là qu'on va poursuivre dans notre cours.